bienvenue dans ce troisième Sobericast en compagnie de notre sociologue à la chaire Réseau électrique et société en transition qui aujourd'hui va nous parler des usages du numérique chez les particuliers. Alors sur les émissions précédentes on avait beaucoup parlé de sobriété énergétique en général et on avait beaucoup saisi le sens mais vraiment avec beaucoup de recul et la semaine dernière on avait un peu plus recentré sur les data centers. Aujourd'hui la pollution numérique on retrouve ces termes dans les discours écologistes. Alors qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça représente pour les auditeurs qui nous écoutent? Alors bien que comme tu le précisais, on en entend de plus en plus parler. Seuls 51% des Français ont entendu parler de ce terme de pollution numérique selon une étude Cleanfox. En outre, 49% d'entre eux estiment que le numérique est une source de pollution importante. Et pourtant, selon Green IT, en 2019, l'empreinte environnementale du numérique mondial représente un 7e continent de la taille de 2 à 3 fois la France. Ces mêmes chercheurs ont fait des parallèles pour nous permettre de mieux comprendre l'impact du numérique. Ce 7e continent équivaut à 116 millions de tours du monde en voiture, soit 1,5 milliard de salariés français qui parcourraient 25 km aller-retour en voiture chaque jour pour aller travailler, et ce pendant un an. En consommation d'eau, cela équivaudrait à 3,6 milliards de douches, et enfin en consommation d'électricité, on est sur du 82 millions de radiateurs électriques de 1000 watts allumés en permanence. Toujours selon ces mêmes chercheurs, cette augmentation de l'empreinte carbone est due certes à la croissance du nombre d'utilisateurs, mais aussi à la multiplication d'objets connectés. En effet, ce nombre serait multiplié par 48 entre 2010 et 2025. On l'explique par l'accès au numérique et en équipement des pays émergents, pays où, je cite, l'électricité est souvent plus impactante que dans les pays occidentaux. Par rapport à cette consommation, on peut noter 3 tendances. D'une part, l'explosion du nombre d'objets connectés, que je viens d'évoquer. À noter que le nombre d'utilisateurs augmenterait plus vite que le nombre d'équipements, toujours en rapport avec l'accès en équipement de ces pays émergents. Deuxième tendance, c'est le doublement de la taille des écrans, qui va se multiplier entre 2010 et 2025. Et enfin, le tassement des gains en matière d'efficience énergétique. Il faut savoir que tout l'univers médiatique, smartphones, enceintes Bluetooth, robots connectés, montres, représente en poids 179 millions de berlines. Bien que l'essentiel de la pollution réside dans la fabrication de ces objets connectés, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est leur utilisation comme source émettrice de pollution. Mais la semaine dernière, Alain Chef nous parlait beaucoup du streaming sur lequel il s'appuyait pour responsabiliser les utilisateurs et les éduquer. Tu peux nous en dire plus à ce sujet? En effet, le sujet du streaming est largement documenté, notamment par The Shift Project, qui a produit beaucoup de rapports. Ils nous apprennent que les vidéos en ligne représenteraient près de 1% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Dans ces vidéos, on retrouve le streaming vidéo, les contenus pornographiques, les vidéos de type YouTube, et aussi celles que l'on retrouve sur les réseaux sociaux. Donc la part la plus grande est attribuée à celles concernant les vidéos streaming, c'est-à-dire les films et les séries. 80% du trafic de données en ligne serait dû à des usages de vidéos autres, type Skype, selon l'ADEME. Le streaming vidéo, ça représente 60% des flux de données sur Internet. Et ça, c'est dû au poids des fichiers qui sont consultés, qui sont plus lourds, donc de fait plus énergivores. Si on prend l'exemple donné par Greenpeace, qui prend l'exemple du film Pulp Fiction, si l'on regarde ce film en très haute résolution sur Netflix, il pèse 200 000 fois plus qu'un mail sans pièce jointe. 10 heures de film en haute définition contiennent plus de données que l'intégralité des articles en anglais de Wikipédia, selon Greenpeace. La consommation mondiale de streaming vidéo émet 300 millions de tonnes de CO2 chaque année, soit autant que la pollution numérique émise par un pays comme l'Espagne. Regarder une heure de vidéo consomme autant qu'un réfrigérateur pendant une année. Si l'on prend l'exemple de la vidéo Gangnam Style avec ses 2,7 milliards de vues, elle représente la consommation d'une petite centrale nucléaire. Chaque utilisateur YouTube émettrait chaque année environ 117 tonnes de CO2 en visionnant des vidéos. Il faut savoir que si on désactivait la lecture automatique, cette pollution diminuerait de 300 000 tonnes de CO2 par an. Mais il y a 20 ans, ces usages ne pesaient quasiment rien dans notre consommation mondiale de CO2. On n'émettait pas autant de CO2 qu'aujourd'hui. On n'avait pas de smartphone, on n'avait pas de streaming, tout se faisait... c'était un autre type de pollution, mais matériellement parlant, on avait les DVD, on avait les VHS, on avait les cassettes audio qui consommaient, je pense, aussi des métaux rares. Oui, en fait, la multiplication de ces terminaux ainsi que l'accroissement des usages s'explique aussi par des nouvelles tendances et ça induit de nouveaux comportements.
On parle notamment d'hyperconnexion avec cette idée que le smartphone n'est qu'une interface pour continuer des activités quotidiennes. On finit sa série dans le bus, on continue à discuter avec des amis. Il y a aussi de nouveaux termes qui ont émergé dans le jargon sociologique ou des sciences de la communication et de l'information, notamment le terme de nomophobie, ou cette peur de sortir sans son téléphone, ou encore l'utilisation du terme FOMO, Fear of Missing Out, cette idée que l'on a peur de manquer quelque chose, d'où cette pression à rester connecté en permanence. Finalement, l'objet smartphone est une extension de soi qui vient rompre un peu l'espace-temps avec des conséquences notables sur l'attention, le sommeil. De là ont émergé de nouvelles tendances de consommation, comme les séjours détox digital, où on va un peu se forcer à éteindre notre téléphone ou à ne pas consulter ses mails. Il faut savoir que 70 à 80% des Français souffriraient d'ailleurs de blurring, c'est-à-dire le fait d'être sollicité en dehors des heures de travail, et inversement. Le smartphone vient remodeler un petit peu ces cadrages espace-temps, on va mettre du pro dans le perso et du perso dans le pro. Donc ces différentes questions d'hyperconnexion, d'économie d'attention, feront l'objet d'articles qui seront publiés prochainement sur les réseaux de la Chaire. D'ailleurs, à la Chaire, Benjamin Jouve, doctorant CIFRE chez Enedis, nous a parlé il y a 2 semaines de ça, pour le premier Sobriécast, du rôle du législateur et du politique sur la sobriété énergétique dans sa globalité. Mais joue-t-il un rôle plus précisément pour la pollution numérique ? En effet, le Sénat s'est emparé de la question en juin dernier, avec notamment la publication de rapports concernant la mission d'information sur l'empreinte environnementale du numérique. Donc on va s'intéresser ici à quelques axes de cette mission plus large qui en comporte 5, notamment le premier qui vise à sensibiliser le grand public et à faire prendre conscience les Français de l'impact du numérique sur le plan environnemental. Ça va passer par la création d'un observatoire de recherche par exemple, ou par le développement d'une application qui permettrait de calculer l'empreinte carbone de chaque terminal. L'axe qui va nous intéresser ensuite concerne cette idée de faire émerger, je cite, et développer des usages du numérique écologiquement vertueux. Donc ça va être de reconsidérer la donnée comme une ressource qui nécessite une gestion durable. Ça va être de repenser les forfaits téléphoniques avec une meilleure régulation, avec par exemple l'interdiction des forfaits mobiles avec un accès aux données illimité, avec l'obligation de tarifer en fonction du volume de données au forfait. Tout ça dans un esprit de réduire la consommation de data. Ça va passer aussi par la limitation de l'impact des usages vidéo, en responsabilisant les grands acteurs, en adaptant la qualité de la vidéo, en faisant moins de HD par exemple, et aussi par une réflexion sur l'attention et notamment sur l'effet marketing. Donc peut-être prévoir des reportings de fournisseurs pour mieux connaître les stratégies cognitives utilisées pour accroître les usages. On peut penser à la série d'Arte Dopamine notamment, où les directeurs marketing vont titiller les hormones que ça nous procure d'avoir tout le temps du contenu. On peut aussi interdire certaines pratiques comme le lancement automatique des vidéos et aussi le scroll infini sur les réseaux sociaux par exemple. Merci beaucoup Elodie, et effectivement pour rebondir sur ces grands acteurs et sur les usages du numérique que tu viens de bien nous expliquer, la semaine prochaine aura lieu le 4e Sobriécast qui se tiendra plus précisément, et ça tombe bien, sur les usages du numérique dans les entreprises.